Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Une heure de débat autour de l'actualité économique du moment. On va poursuivre la discussion qu'on avait autour de l'emploi. On a de nouveaux chiffres. Tiens, d'ailleurs, je viens de lire des choses, mais j'ai pas eu le temps. Je vous parlerai de ça jeudi, mais je fais un petit teasing. Truc super intéressant là aux États-Unis. J'ai appris ça il y a une heure, donc c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Maintenant, c'est le grand regret. Après la grande démission, c'est le grand regret. Il semble que les gars qui aient démissionné un peu vite soient en train de revenir. Donc voilà, enfin, on parlera de ça. Mais en plus, on aura spécialiste du travail avec nous jeudi, donc on pourra parler de ça. Mais là, on va continuer donc, notre discussion sur l'emploi, sur le travail. Il y a plein de choses à dire. Pas mal de choses à dire aussi autour, parce qu'il y a les spécificités de nos invités, vous allez voir ça. La question des défaillances d'entreprise, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Hein, il y a eu cette interview du directeur général de l'URSSAF qui dit que les procédures de recouvrement reprennent. Mais tout cela, enfin, ils vont faire ça soft, hein, l'URSSAF. Pour l'instant, tout va bien, mais vous verrez, on va en parler. Retour sur l'affaire Uber. Aziz Seni et moi, on a regretté que cette affaire éclate à un moment, on ne pouvait pas en débattre, donc on va en débattre. Et puis, si on a le temps, mais on va avoir le temps, les taux d'intérêt, l'immobilier, tout ça, nouvelle donne. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas, fondateur de Valumen. Et justement, toi, tu es au contact des difficultés de certaines entreprises. Tu nous raconteras ça. Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Aziz Seni, Impact Real Estate. Salut Aziz. Donc on va parler d'Uber, Aziz. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas étripé sur Uber, dis donc. Moi, ça m'a fait des souvenirs. Ça m'a fait des souvenirs. Le moment de ma vie, il y a eu 2 moments où je me suis vraiment fait insulter comme rarement du fait de ma profession de journaliste. C'était, et ça reste une surprise pour moi extraordinaire, c'était la loi Macron qui modifiait les modes d'installation des notaires. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Les notaires ont une capacité à monter dans les tours que je ne soupçonnais pas et une richesse de vocabulaire que je ne soupçonnais pas. Mais le plus dur, c'était Uber, les taxis, le jour où il y avait quand même le feu sur le périph', porte-maillot. Enfin, ça a été, le feu sur le périph', ça a été un combat phénoménal. Menotté devant les caméras, embarqué. Enfin, il y a eu... Bon, d'abord l'emploi. Donc on avait commencé à en discuter hier. Il y avait un chiffre que j'avais pas rappelé aussi hier, c'est quand même que donc l'économie française a créé 95 300 emplois. Portant ainsi à 561 000 le nombre de nouveaux postes enregistrés en un an. Et ça, en fait, j'ai appris ça aussi hier, c'est pour l'instant un rythme historique. Hein. On est toujours sur un rythme, mais tout simplement jamais vu. Voilà, en termes de création d'emplois. Bah quoi, tu dis Super nouvelle. Ben oui, c'est une super nouvelle, mais c'est surtout... Non, mais je veux dire, ça prend à rebours tout ce qu'on pensait. Tout. Que ce soit sur, globalement, la productivité, les technologies, etc., et tout, qui allait réduire le volume d'emploi, et puis l'idée que l'emploi était corrélé au PIB, et qu'avec un PIB qui est quand même pas extraordinaire, tu pouvais pas créer une masse d'emplois. J'ajoute un truc avant de vous faire débattre, qui m'a beaucoup intéressé, puis après on ira sur les propositions d'Aziz. J'en ai parlé un peu hier. Plusieurs indicateurs démontrent clairement que la qualité de l'emploi s'est améliorée en France ces derniers mois, notamment grâce au succès de l'apprentissage, moins de temps partiel, moins de CDD, 190 000 emplois créés dans les activités scientifiques et techniques, 170 000 dans les activités de formation et d'enseignement, ce qui est beaucoup plus que dans les activités transport. En fait, tu sais, on dit aussi beaucoup que oui, les emplois qui sont créés, c'est des gars qui livrent nos courses en 10 minutes. Non, c'est faux. Voilà, on a quand même des trucs bien autour de la machine à créer des emplois. Comment est-ce que tu regardes ça On regarde, c'est l'analyse, il faut prendre un peu de recul. D'abord, il faut savoir que sur l'emploi des cadres, on est au plein emploi. Ouais. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est proche de 4%, légèrement en dessous. Ça correspond en fait au plein emploi. Et nous, on le ressent tous les jours d'ailleurs auprès de nos clients. Ouais. Il y a une demande qui est très forte. Je partage complètement l'analyse sur les emplois beaucoup plus qualifiés. Alors évidemment, l'IT notamment, le digital, la transformation tire toujours énormément. Il y a énormément de besoins en ce moment, mais pas que. Et puis on a cette grande mutation
qu'on vit maintenant depuis 8-10 ans, où des métiers sont en train de disparaître, et il y a toute une émergence de nouveaux métiers qui sont en train de se créer un peu partout dans les entreprises. Et cette transformation, j'allais dire globale avec un grand T, on en voit les fruits tous les jours. Et cette mutation peut être accélérée effectivement par les succès de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, et également, il faut se réjouir, attention, c'est la baisse du chômage des jeunes. Oui, absolument. Et juste préciser, l'apprentissage, c'est pas forcément pour devenir cuisinier, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'apprentissage de très très haut niveau, et il faut insister là-dessus. Et d'ailleurs, dans le fameux, je crois que c'est 1 million de contrats d'apprentissage signés, il y a beaucoup plus en fait de haut niveau que de niveaux qui sont moins qualifiés. Moi-même, sur mon modeste cabinet, j'ai souhaité, dès la création du cabinet il y a 2 ans, prendre un apprenti dans l'informatique, un jeune apprenti qui va terminer Bac plus 5, qui est chez nous depuis 1 an, dont j'ai renouvelé le contrat pour 2 ans. C'est aussi une manière d'investir sur la jeunesse, de contribuer à les former pour se préparer sur toutes les évolutions qu'on est en train de vivre. Ouais, puis d'avoir un gars qui bosse bien pour moins cher. Alors oui, mais tu l'as pas beaucoup dans la boîte aussi. Ouais, on va quand même, faut dire les choses. Ouais. Enfin, ces 2 semaines, ça nous coûte 1 100 € par mois. Voilà. Il est là en moyenne 2 semaines par mois. Faut pas l'oublier, en dehors des périodes de vacances où il est là un peu plus longtemps, mais il faut aussi investir, donner du temps. C'est très bien, mais il faut quand même préciser que... C'est l'accord gagnant-gagnant. Voilà, c'est l'accord gagnant-gagnant, voilà, absolument. Et tu ne l'embauches pas, parce qu'on en parlait hier, c'est une petite dérive que notent notamment les lycées professionnels, c'est que les gars sont embauchés avant qu'ils finissent leur cursus. Ce qui n'est pas bon du tout. Non, donc en fait, ils partent, ils n'ont pas le diplôme, et puis ils n'ont pas l'ensemble de l'environnement de ce qu'on appelait à une époque les humanités, dont ils ont besoin aussi. Tu ne peux pas seulement être un bon mec IT, il faut aussi que tu aies quand même des notions à peu près claires de savoir écrire, savoir vivre, savoir compter, savoir tout ça, quoi. Enfin voilà, donc il faut les laisser aller au bout du cursus, quoi. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller au bout du cursus. Et encore une fois, c'est un deal qui doit être gagnant-gagnant. Il y a évidemment l'école d'un côté qui doit transmettre les savoirs, permettre aux jeunes de suivre son parcours, mais l'entreprise doit aussi investir parce que c'est pas un salarié qui a 2 ans, 3 ans de métier, c'est quelqu'un qui se prépare à rentrer pleinement dans la vie active, et pour cela, il faut le coacher, il faut l'accompagner, il faut lui donner les bons projets, il faut l'aider à monter en compétences pour qu'il puisse s'épanouir et demain devenir un salarié qui sera pleinement autonome et qui pourra développer ses compétences au sein de l'entreprise. Stéphane ? Ah bah là, je souscris à 100%, parce que de toute façon, on en avait déjà parlé sur ce plateau. Moi, je trouvais depuis plusieurs années que notre problématique, alors n'en déplaise à la CGT, sur le fait que c'est la faute des patrons, évidemment, si on ne trouve pas d'emploi dans la restauration, enfin les métiers difficiles. Mais ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais... Tu vois, dans cette branche-là. Je sais que c'est de la provocation. Non, c'est pas de la provocation Nicolas, dans cette branche-là. Quand tu dis à Nicolas, c'est pour payer moins cher, il y a donc cette idée généralisée que même quand nous, dans nos entreprises de services plutôt confortables, avec des gens qui vont finir à Bac plus 5, qui ont donc des carrières dans l'IT à peu près écrites d'avance, parce que le monde va tellement se digitaliser que ça va être les rois de demain, ces jeunes-là. Bon, bah même là, on a encore ces vieux réflexes de dire, bah oui, mais alors on prend un apprenti plutôt que de prendre pas un apprenti. Bah si, parce qu'en fait, l'apprenti, tu le prends, tu le formes comme tu veux, et tu le prépares au futur emploi dont tu as besoin pour de vrai. Donc je vais dans ton sens de la caricature. Ça, c'est de la pré-embauche. Ça permet en fait de le former comme on veut. T'espères que c'est de la pré-embauche. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que moi, je le dis depuis plusieurs années. On s'était réjoui sur ce plateau de à l'époque 700 000 contrats d'apprentissage, parce que finalement, le système éducatif, en tout cas de la formation secondaire, même haut de gamme, même sur des lycées professionnels, peu importe. Il échoue un peu. Donc on va continuer à se réjouir de tout ça, mais on va continuer à dire qu'on en est arrivé là, nous, chefs d'entreprise, à prendre des alternants en pré-embauche pour finir de les préparer. C'est très bien. L'école, je résume, ne les prépare plus au monde du travail. Les humanités dont tu parles, Stéphane, je l'ai déjà dit. Moi, je fais de la gestion de patrimoine. On publie beaucoup de choses juridiques, etc. L'orthographe, c'est dramatique, y compris sur du Bac plus 3, du Bac plus 4, du Bac plus 5. Ces humanités. On est au-delà de l'humanité. De base, on parle de l'écriture dans un métier où l'écriture, la diction, le vocabulaire est extrêmement important. Un wording où tu te trompes juridiquement, tu te fais taper sur les doigts par l'AMF, la CPR, etc. Donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, cette pré-embauche est devenue quelque chose de très, très, très important pour nous. Et on le voit, parce que là, je viens de sortir de plusieurs mois, d'embauche sur des métiers de conseil, sur des métiers d'IT, de développement, etc. On ne trouve pas. Donc c'est que finalement, ce système-là a formé des bons collaborateurs qui, quand ils sont dans une alternance, ne sortent plus d'entreprise. Alors, on ne trouve pas ça, on va en débattre après avec Aziz, mais c'est effectivement très important ce que tu dis. Mais en même temps, alors c'est cette fameuse
pardon, le terme est technique, un peu baroque, j'ai jamais compris pourquoi on parlait de demi-vie des compétences, mais c'est comme ça, on parle de demi-vie des compétences. Deloitte, avec qui je travaille régulièrement, nous dit qu'elle est réduite à peu près, c'est-à-dire le moment où tu peux vivre sur tes acquis sans avoir besoin de te former à nouveau, c'est 2 ans maximum. Ouais. Pour nous, enfin pour moi, il y a 30 ans, c'était 20 ans, 30 ans, parce que le monde va vite. Donc, tu peux pas reprocher, enfin je veux dire, à un moment, on peut pas reprocher non plus à l'éducation nationale de pas suivre ce rythme-là qui est impossible à suivre. Je reproche pas. Donc c'est très bien que les entreprises dans la bonne nouvelle, il y a quand même ce truc qui est un peu inquiétant, qui dit, bah voilà, et moi ça me va très bien, le rôle social de l'entreprise, pour moi, exactement, est fondamental. En fait, l'équilibre à essayer de trouver, c'est que l'éducation nationale forme sur le socle de compétences qui est commun pour tout individu, à commencer par l'orthographe. Nous, on a pris un abonnement chez Voltaire pour tous les jeunes qu'on embauche parce que c'est une catastrophe. Je dis bien une catastrophe. Très bien. Même un journaliste qui m'a interviewé, cher Stéphane, qui a fait un podcast sur moi pas plus tard qu'hier, il a publié. Il y avait 6 fautes d'orthographe dans son commentaire sur LinkedIn. Alors je vous l'offre. J'ai entendu hier à la télévision dans un parti politique. C'est des élections là au Front National. Une guerre intestinale. Je dis là on va loin sur la guerre intestinale. Non, mais Stéphane, on en rigole, mais c'est quand même. Oui. Base, quoi. Mais c'est quoi Voltaire? Attends, comment ça marche un abonnement à Voltaire? Ça veut dire peut-être tu sais pas, mais si Voltaire, aujourd'hui ils ont développé une plateforme qui te permet de t'abonner. Donc tu passes un test en ligne qui évalue ton niveau d'orthographe et en fonction de ce niveau, il te donne des exercices, mais des exercices intelligents. C'est là où l'outil est génial. C'est que ça t'explique pourquoi tu as fait une faute, quelle est la faute, comment on la corrige avec les accords, et tout ça en mode digital. Et donc les salariés passent 15-20 minutes tous les jours, ils font leur petite dictée, leur correction d'orthographe pour se remettre à niveau. Et ils le font avec plaisir ou tu leur imposes? Alors maintenant, ça ressemble au devoir. On leur impose parce qu'il y a un moment donné, quand on embauche aussi des bac plus 5 et que derrière, on n'est pas capable d'envoyer un mail à un directeur général chez un client à moins de 4 fautes d'orthographe, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Les wesh, frérot, tout ça, c'est sympa. Et à un moment donné, tu comprends pas le wesh, frérot? C'est pourtant clair. À l'AMF, je pense qu'il c'est pourtant clair. Alors l'AMF, ils adorent. Ils kiffent. Aziz, comment tu vois tout ça? Écoute, avant de parler des métiers en tension et de ta... J'arrivais. Parce ta proposition révolutionnaire. Non, elle n'est pas forcément révolutionnaire. C'est simplement que les chiffres que tu as annoncés, c'est comme tout, hein, c'est une moyenne. Et il y a des disparités. On l'a vu cet été avec certains secteurs, la restauration, certains restaurateurs qui freinent la saison parce qu'ils ne trouvent pas. Absolument. Des transporteurs qui laissent un peu de marchandises ou la marchandise qui arrive un petit peu en retard parce qu'on ne trouve plus de bras. Donc il y a une réalité pour ceux qui sont formés. Là, c'est car scolaire aussi. Hein, on nous dit beaucoup. Il y a eu beaucoup de cars scolaires. C'est beaucoup monté dans les médias. Après, je veux voir la réalité du truc, mais ça. Il y a 23 secteurs qui ont été pointés de mémoire en tension, et pour cela, on ne trouve pas. C'est aussi simple que ça, on ne trouve pas. Donc, hôtellerie, restauration, transport de voyageurs et de marchandises, santé et action sociale. Santé et action sociale. Donc, on a une difficulté, c'est qu'il y a une disparité en plus territoriale. C'est que sur certains territoires, on a des taux de chômage qui sont hallucinants, de 30, 40, 50% sur certains bassins d'emploi. De l'autre côté, on a des entreprises qui, sur des métiers dits peu qualifiés, on ne trouve pas. Et là-dessus, on a un débat. Alors, je t'ai mis dans le mail, hein, j'espère que cette année, on ne sera pas tous d'accord. Vas-y. C'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas tendre à une politique un peu de l'immigration de travail? On a des emplois qui sont aujourd'hui proposés. Les Français n'en veulent pas. Je ne veux pas débattre sur la raison de pourquoi ils n'en veulent pas. C'est leur choix, ils ont une liberté, moi, je respecte ça. Ce travail sur un chantier ou au volant ne m'intéresse pas, j'en veux pas, ok, très bien. Mais est-ce que pour ça, on doit arrêter notre machine à produire? Est-ce que pour ça, on doit arrêter nos entreprises? Et moi, je me dis qu'en regardant un petit peu ce que fait par exemple le Canada ou d'autres pays, est-ce qu'on n'a pas une gestion prévisionnelle des ressources humaines à mettre en place en allant chercher des compétences chez nos voisins européens ou de l'autre côté de la Méditerranée, par secteur, par pays, et en disant chaque année, l'Assemblée nationale, comme un conseil de RH, voterait en disant cette année, il me faut 10 chauffeurs, je vais en prendre 3 là dans les pays, et puis lancer, puis recruter, les faire venir, avec peut-être quelque chose d'un peu intelligent. Ne pas refaire les erreurs du passé en mettant tout le monde au même endroit, peut-être une gestion et un aménagement du territoire un peu différente pour montrer qu'on est intelligent et qu'on a tiré les leçons du passé, et puis ne pas arrêter notre machine productive. Parce que moi, cet été, quand je rentre... Ça a été fait, Aziz, déjà, ça a été tenté. J'ai été regarder pour toi, notamment l'histoire qui m'avait intéressé à l'époque, c'est des infirmières espagnoles. Les 29, et finalement, il y en a 280 qui sont venus, non? Mais regarde pour les maraîchers, chaque année.
Oui, mais ça, c'est mais ça marche dans l'agriculture. Oui, Alors, pourquoi ça marche pas ailleurs Non, c'est des gars qui viennent, qui repartent. et qui repartent en plus. Ah bah oui, Et ça qui n'a rien à voir. Non, c'est des saisonniers, ça n'a rien à voir. Ça a des saisonniers, mais 204. Donc il y a eu. il y a une spécificité quand même sur ces saisonniers. Il y a eu un plan de l'hôtellerie-restauration. Ils repartent. Oui. Beaucoup s'inquiètent qu'ils pourraient venir et ne pas repartir. Non, mais on va en parler de ça. On va en parler parce que pour moi, c'est le frein. Mais il y a eu aussi donc un accord, un deal, on en avait parlé au printemps, de l'UMIH, l'hôtellerie-restauration, pour recruter 4000 Tunisiens. Tout à fait. On n'a pas eu le résultat, donc on verra quel est le résultat. Mais en fait, le truc, c'est que on n'est pas le Canada, on n'est pas les États-Unis, et il n'est pas sûr qu'on fasse rêver, quoi. Tu vois, c'est ça le sujet. Vas-y, Nicolas. Aziz, le débat est ouvert. Je m'y oppose formellement. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, il y a 3 fautes. D'abord, et je vais jusqu'au bout de mon explication, je pense que ce serait une faute politique majeure. Vous le savez tous aujourd'hui, on est à la porte quand même d'avoir le RN au pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus un mirage, c'est une réalité qui inquiète considérablement le pouvoir. Aujourd'hui, faire un appel d'air de l'immigration en France, dans le contexte actuel, je pense que ce serait une faute politique. La deuxième faute, c'est une faute RH. Tu parlais de la gestion des ressources humaines que je partage complètement avec toi. Avant de s'attaquer, de faire venir de l'immigration, je pense qu'il faut d'abord et avant tout trouver des solutions pour gérer, je le répète quand même, nos 5 654 000 chômeurs, toutes catégories confondues. Oui, mais tu peux pas dire toute catégorie. Non, je suis obligé de te couper là, pardon. Non, tu peux pas dire toute catégorie confondue. Stéphane, on a déjà eu ce débat. Reste à 3 millions. Déjà, ça suffit. Tu as 3 millions, mais tu n'as pas que ça. Tu as beaucoup de chômeurs aujourd'hui qu'on n'arrive plus à insérer, qu'on ne remet pas dans le mouvement du travail. Tu vas pas expliquer à un mec à Non, mais allez, binaillons pas là-dessus. Reste à 3 millions. Gestion... Reste à 3 millions, c'est pas notre sujet. Vas-y, continue. Non, mais dans la gestion des ressources humaines, je pense que avant qu'on arrive au plein emploi dans tous les secteurs, il faut d'abord s'atteler aux hommes et aux femmes aujourd'hui qui sont finalement, pour une grande partie d'entre eux, désocialisés. Je rappelle qu'il y a un chômeur sur 2 qui est un chômeur de longue durée. Tu fais de la politique. Non, c'est de la politique. Il a commencé avec une argumentation idéologique. Oui, d'accord. Moi, si je suis vous n'êtes chef pas d'accord. d'entreprise... Attends, Aziz, du calme. Tu veux du débat? Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, pas d'accord là-dessus, et on va s'arrêter là. Ok, Zemmour, pas Zemmour, machin. Après, il y a le RH. Oui, c'est ça. Mais si, tu parles. Bon, peu importe. Après, il y a le RH. Non, mais en plus, je te suis là-dessus. Il y a une tension sur ce sujet-là. Je pense que ce ne serait pas bon politiquement. Au niveau des RH, ce qu'il dit, c'est tu as aujourd'hui une force de travail dans le pays. On va dire à peu près 3 millions de personnes qui ne travaillent pas. Avant de dire je ne vais pas les faire bosser, c'est vrai que, et c'est d'ailleurs un petit peu le sens de ce que veut faire le gouvernement, par une réforme de l'assurance chômage et par une mise en tension de Pôle emploi, tu vas quand même d'abord essayer de les faire bosser. C'est la priorité pour moi, Aziz, c'est la priorité chez les chefs d'entreprise et chez les hommes politiques. Vous citez un exemple tout à l'heure que je connais bien. Les infirmières. Bon, d'abord, peut-être si elles ne viennent pas, tout ça, c'est aussi parce qu'on est l'un des pays où on paye le moins bien nos infirmières. Mais bien sûr, mais il y a des tas de raisons. On referme la parenthèse. J'ai ma fille qui est sa meilleure amie qui passe ses écoles en ce moment d'infirmière. Tu sais ce qui s'est passé à la fin de la première année? 60%, écoute le chiffre, 60% de la promotion a donné sa démission. Ils ne sont pas accueillis en stage dans nos hôpitaux. Ils n'ont pas de matériel. Ils ne sont pas valorisés. On les fait travailler comme des salariés alors qu'elles sont là pour apprendre et franchir les étapes. 60% de nos jeunes abandonnent. Tu parles du public. Parle des sociétés de transport, parle de la restauration, parle du bâtiment. Ces gens-là, mais moi je vous mets tous au défi. Il y a une réalité de terrain. Allez voir des gens qui n'ont pas envie d'aller sur un chantier. Vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Il y a une argumentation. Je les ai eus dans mon bureau. Ces gens qui vous regardent et qui vous disent... Je veux bien, quand j'avais ma boîte de transport, je veux bien, Monsieur Séni, vous me payez tant, mais vous savez qu'en restant au chômage, en cumulant les aides, et on ne va même pas parler des indemnités chômage, c'est ça le sujet. Je ne crois pas qu'on arrivera à combler les besoins uniquement par ça. Je pense que tout ça peut se faire de manière concomitante, à la fois en travaillant effectivement sur les indemnités chômage, et à la fois en ouvrant. Enfin, moi, je suis restaurateur. Tu m'expliques qu'il va falloir que j'attende 5 ans avant de commencer à voir le début du commencement des résultats de cette politique. Je vais dire, garçon, moi, j'ai un compte d'exploitation. Pourquoi 5 ans? Je ne comprends pas tes 5 ans, Aziz. Si tu es la réforme de l'assurance chômage, c'est maintenant. En plus, le MEDEF dit qu'il faut passer en force. C'est pas parce que le MEDEF le dit que c'est vrai. Oh, ils vont passer en force. Ils vont passer. Bon, Stéphane. Alors,
C'est un débat qui est intéressant. Mais c'est chouette, bah voilà, c'est ça. Après, c'est un débat qui est hyper intéressant, mais je pense, pardon Nicolas, parce que moi je m'y oppose catégoriquement, mais alors je vais dépolitiser le truc tout de suite, parce qu'en fait, il faudrait surtout pas, pardonne-moi, je ne vais pas dire faute ou erreur, j'aime pas ça, il faudrait pas qu'on se trompe tous à mettre de la politique dans cette affaire-là. Bah pourtant, je vais te répondre, moi, Aziz, parce qu'on vient du même département, on a vécu à peu près les mêmes jeunesses. Il y a en France un échec qui est certain, c'est l'immigration du travail, ça a merdé. Que ce soit à l'époque Giscard, enfin il n'y en a pas un qui a réussi à faire un truc cohérent, et je pense que tu le connais bien pour ton implication dans ce genre de territoire qui a terriblement souffert. Va expliquer maintenant à ces populations s'ils ont vraiment envie de revenir en France, parce que ça n'est pas le Canada, ça n'est pas l'Australie, comme le rappelait très bien Stéphane, c'est-à-dire que les gens ne rêvent peut-être plus autant qu'aujourd'hui de venir en France. Attends, de venir en France. Rêve américain à la française. Si c'est venir en France pour bosser comme un chien et ne faire que les boulots que les Français, et là je te dis les Français, c'est avec toutes catégories confondues, âge, religion, couleur maintenant, hein, on n'est plus dans les années 60. Hein. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que tu fasses rêver qui que ce soit, si ce n'est qu'ils crèvent la dalle. Donc Stéphane, l'exemple de la presse sur les infirmières espagnoles, elle n'est pas honnête, parce qu'en Espagne, ils sont déjà en tension sur le. Non, c'était en 2003. Peu importe, ils ont toujours été en tension. Non, peu importe, c'était en 2003. Les hôpitaux espagnols, c'est une catastrophe comme chez nous, hein, comme au Portugal, comme en Italie. Donc en fait, les infirmières espagnoles, elles ont du boulot en Espagne dans l'absolu. Dans le tourisme, que les Tunisiens veuillent venir, oui, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, les hôtels tunisiens, ils ont pris une tarte phénoménale. Donc il y a plein de mecs aujourd'hui qui n'ont plus de boulot en Tunisie. Bon, maintenant, je vais au bout de mon raisonnement. D'un point de vue purement logique, commençons par aller au bout de ce que veut faire le gouvernement, et on peut en parler tant qu'on veut sur ce système. Tension, ça fait 15 ans que je me bagarre sur plein de forums et plein de groupements avec des chefs d'entreprise pour amener des propositions sur Pôle emploi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans certains métiers, il manque, je dis une bêtise, 200 000 emplois, et que tu as 80 000 ou 90 000 profils enregistrés dans Pôle emploi depuis des mois qui sont susceptibles d'être adaptés à ce boulot-là. Pourquoi ça devient un sujet invraisemblable. Aziz a raison, ils veulent plus le faire. Très bien. Mais donc, c'est pas parce qu'ils sont enregistrés comme branche hôtellerie-restauration à Pôle emploi qu'ils veulent continuer à bosser. Si en fait ils sont à Pôle emploi, c'est qu'ils veulent changer de métier. Sinon il le ferait. Tu les formes à faire autre chose et tu poses autre chose. Non, ça je suis pas d'accord. Stéphane, sur ce que tu dis, tu as raison sur un point, mais le problème majeur de Pôle emploi, c'est que Pôle emploi, ils sont compétents pour une chose. C'est tu rentres chez eux, ils sont capables de te dire en fonction de ton profil, de ton âge, de ce que tu as cotisé, à combien tu as le droit, à partir de quand tu toucheras et sur quelle durée. Ils ne font pas de la gestion des ressources humaines. J'en suis l'exemple parfait. Sur un territoire comme Chartres, il y a une menuiserie qui cherchait énormément de main-d'œuvre. On est allé prendre des anciens bouchers qu'on a reconvertis et formés pour devenir menuisiers. Parce que c'est manuel, parce que ça demande une certaine force, parce qu'il faut avoir une certaine finesse, comme dans la découpe de la viande. Et la gestion des ressources humaines, il faut des personnes expérimentées, aguerries. Là, les postes qui ont été lancés pour Pôle emploi, ce sont des jeunes qui ont entre 23 et 30 ans. Comment tu veux accompagner des gens qui ont 45, 50 ans dans la gestion de leur carrière, ne serait-ce que pour les former, les faire évoluer, et leur permettre de rebondir. Je veux juste finir par ça. Très rapide. Moi, je le redis, je vais faire mon libéral de service, mais libéral à la française, je suis un excité. Moi, je suis un libéral à la canadienne. On s'est déjà frité avec Stéphane sur ce sujet-là. Quand est-ce qu'on va comparer, finalement, le travail des agents de Pôle emploi, je ne leur jette pas la pierre, en les payant peut-être plus, en leur mettant des carottes, parce qu'il y a aussi ce sujet d'intention qui est intéressant. Non, mais là, ça fait un scandale de dire que les patrons des agences Pôle emploi pourraient être incentivés au nombre d'emplois qu'ils réussissent à fournir. Attendez, les gars, ils servent à quoi? Alors, mettons un peu de privé, prenons des boîtes qui sont censées resituer des carrières, qui mettent en place des plans de formation pour... Je l'accepte, le mec, il n'a plus envie de faire du bâtiment, il veut aller dans la restauration. Très bien. Et on le forme. Parfait. Mais dans ces cas-là, s'il est payé, il va tous les jours à un centre de formation. Tous les jours, il fait quelque chose. Parce que tu regardes l'Angleterre, tu regardes les États-Unis, tu regardes le Canada, tu regardes l'Australie, il n'y a pas 24 mois de couverture de chômage dans tous ces pays dont ils rêvent en immigration, y compris les Français qui rêvent d'aller vivre là-bas. Tu n'auras pas. En Angleterre, tu as 6 mois. Voilà, 6 mois. Voilà. Donc commençons par faire ça, et après on imposera à des populations des gens en difficulté de venir galérer chez nous, Aziz. Tu auras un peu de mal avec ta proposition. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que tu es tout seul à penser quelque chose, que tous les autres ont raison. Ça, c'est très juste. Ça, c'est très juste. Tu n'as pas tort non plus. C'est là-dessus qu'on marque une pause. On repart les amis. Puisqu'on est dans l'ensemble de ces sujets de tension sur
Tension sur l'offre, en fait, hein, c'est bien ça le sujet aujourd'hui. La production industrielle française s'est contractée de 1,6% en juillet. Le secteur redoute des pertes de compétitivité liées à l'envol des prix de l'énergie. Les coûts de production de l'industrie ont augmenté de 26% sur un an, hein, nous dit le cabinet Asterès de Nicolas Bouzou. 26% en un an, c'est chaud, hein, à cause de l'énergie. Et actuellement, par exemple, les capacités de production d'aluminium, la moitié des capacités de production d'aluminium dans l'Union européenne sont fermées. Voilà. Et tu nous dis, Nicolas, que toi, tu penses qu'il pourrait y avoir un retour des défaillances d'entreprises. Donc, on a parlé la semaine dernière, hein, l'URSSAF va reprendre les opérations de recouvrement. J'ai plus le chiffre en tête, mais les recouvrements URSSAF, c'est... tu le sais, toi. Ouais. C'est quoi? C'est 2/3 des causes de défaillance d'entreprise, les recouvrements URSSAF? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Un peu plus des 2/3. Ouais. Un peu plus des 2/3. Donc, je vous redonne ça, si vous n'avez pas vu ça la semaine dernière. Ils vont le faire en grande concertation avec les entreprises. Hein. Les assignations ne reprendront pas en masse en 2022, mais plutôt en 2023. Nous resterons par ailleurs très vigilants sur la situation économique globale. Nous avons envoyé avant l'été des relevés de dette URSSAF aux entreprises, les invitant à régulariser leur situation. À chaque fois, elles peuvent conclure un accord d'étalement. Et si elles ne le font pas, on va procéder au recouvrement. Voilà. Oui, alors moi j'ai une alerte depuis effectivement cet été. Jusqu'à présent, il faut être objectif. Dans mon métier, qui est le métier de management de transition, on avait très peu de missions, ce qu'on appelle de restructuring. C'était moins de 10%. Depuis la rentrée là, on est passé à 20-23%. C'est un petit signal. Et je suis allé encore dernièrement, la semaine dernière, dans une entreprise, un beau groupe industriel, qui fait quand même 300 millions, qui traverse de grosses difficultés financières, où on va mettre d'ailleurs 2 managers de transition pour contribuer au redressement. Et du fait d'un problème d'offre ou du fait d'un problème de demande? Non, ils ont du mal à produire? Très intéressant. Problème de l'énergie. Et voilà. Évidemment, ils consomment énormément d'énergie. Gaz, fuel, essence. En l'occurrence là, ils fabriquent des turbines, donc ils ont besoin énormément d'énergie. Et en fait, il y a 2 populations d'entreprises. Il y a les entreprises qui sont restées seules, qui n'ont pas anticipé et qui se sont pris des majorations quand même considérables des matières premières et de l'énergie. Ouais. Et il y a des entreprises industrielles qui ont réussi à créer un collectif d'industriels pour négocier un contrat global sur 3 ans avec les différents fournisseurs d'énergie. Et tous ceux qui ont eu, j'allais dire, l'intelligence, le génie, parfois la chance, de signer ces accords l'année dernière, ils se retrouvent avec des prix figés sur une durée de 3 ans. Donc cela, ça va à peu près. Tout à fait. Ça tient. Tout à fait. Mais tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont en plus pris un prêt PGE, qui n'ont pas conclu ce type d'accord avec les fortes hausses qu'on a eues à la fois des matières premières et de l'énergie, eh bien aujourd'hui, ils se retrouvent en redressement judiciaire pour beaucoup, ou en plan de sauvegarde juste en amont, pour justement redresser. Et nous, on a un certain nombre d'alertes dans le secteur industriel aujourd'hui, où là, on nous réclame beaucoup de managers de transition pour commencer à avoir des experts pour restructurer, aller chercher le cash et commencer à transformer les modèles, parce qu'aujourd'hui, ils sont acculés par le manque de cash, tout simplement. Intéressant. Parce que la question sous-jacente se donne la parole, mais la question sous-jacente dont on peut débattre, c'est est-ce qu'il faut un bouclier énergie, quoi. Voilà. Est-ce qu'il faut, là, ce que le gouvernement a fait pour les particuliers, est-ce qu'il faut qu'il le fasse, je ne sais pas, caper les charges, j'en sais rien, systématiquement pour les entreprises? Oui et non, sur certaines... Parce que c'est de la dépense publique. Non, mais alors, d'abord, c'est le libéral doute. Non, c'est pas que je doute. C'est qu'en fait, le libéral que je suis, en tout cas, ce que je défends comme libéral, mais peut-être trouver un autre mot, parce qu'apparemment, on m'insulte quand je dis des choses comme ça. Non, mais le rôle de l'État, en tout cas pour moi, dans un monde libéral, de marché libre, etc., c'est pas que ce soit n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire pour que ce soit sale d'avoir une pensée un tout petit peu ouverte. Dans ce cas-là, tu le dis très bien, Nicolas, de quoi ils ont besoin et quel est ton métier à toi? C'est d'amener des managers de transition. Et je suis chef d'entreprise depuis toujours. C'est horrible ce que je vais dire pour mes confrères et ma confrérie de chef d'entreprise. Ils se sont merdés, quoi. Ils se sont plantés. La preuve, c'est si tu interviens, c'est qu'à un moment donné, il faut remplacer ceux qui n'ont pas anticipé. Et que peut-être ceux qui ont aujourd'hui signé l'année dernière, sans savoir que Poutine allait envahir peut-être l'Ukraine, qui ont signé ce contrat-là, ça faisait peut-être des années qu'ils signaient des contrats qui n'étaient pas forcément en leur faveur, mais ils se garantissaient une réserve de guerre. Je l'ai vécu à titre familial. Donc il ne faut pas les protéger s'ils sont plantés. Il ne faut pas les protéger. C'est que je dis, à ce moment-là, il y a une vie d'entreprise. Il faut arrêter d'imaginer qu'on va sauver tout le monde et créer une espèce d'économie qu'on appelle zombie. Là. Bon, après, derrière, il faut quand même regarder si, fondamentalement derrière, le business model de l'entreprise en question
est viable à long terme et que tu peux faire une erreur de management. C'est arrivé avec plein de capitaines d'industrie qui ont dirigé des très très grandes boîtes. Puis pendant une période, ils se sont vautrés. CMA-CGM a été sauvé par l'État Tu vois aujourd'hui il y a une quinzaine d'années. Tu vois les enfants aujourd'hui en termes de classement de fortune, tu dis c'est quand même sympa. Tout à fait. Ils ont rendu ce qu'il fallait qu'ils rendent. Mais voilà, donc Je suis pas sûr. naturel. Ouais, non, c'est ça, c'est là. C'est Non, là où mais les Américains- c'est là où les Américains sont meilleurs que nous. question c'est- sur les super profits, là, c'est- CMA-CGM, je suis désolé. C'est là où les Américains sont bons, c'est que le pays ultra-libéral au monde, quand ils interviennent sur American Airlines, ils en tirent plein de pognon. Et ben voilà, Nous, on on est donne, mais d'accord. derrière, bon bref. Donc, pour revenir sur ce que dit Nicolas, moi je pense qu'il faut quand même être très prudent là-dessus. On ne peut pas mettre un bouclier énergétique pour l'ensemble des entreprises, comme le PGE à un moment donné, je l'ai trouvé très sympa. C'est pourtant ce Et qu'on va faire. hein. c'est pourtant ce qui va arriver, parce qu'on est en France et qu'il y a une tension sociale très forte. Je trouve ça un tout petit peu dommage, parce que de temps en temps, ça veut dire que ça remet aussi en question le modèle de certains patrons qui, peut-être depuis 10 ans, se croyaient assis sur un truc et que leur modèle se casse la gueule. Aziz, attends, Aziz. Moi, je suis un peu mitigé sur ce bouclier énergétique parce que quand même, il y a quand même quelques grosses boîtes dont le profit, alors toi, moi, tous ceux qui sont autour de cette table, quand on fait des marges, c'est notre travail, c'est notre réflexion, c'est notre ingénierie, c'est notre créativité. Et à l'inverse, si on se plante, c'est parce qu'on a merdé quelque part. Quand certaines grosses boîtes, je ne vais pas les citer, font des profits Mais en pourquoi ce tu moment, veux pas les citer Total, ouais. que ce soit dans le gaz ou Ouais. le pétrole, ils font des marges extraordinaires. Ouais. C'est pas grâce à leur créativité. C'est parce qu'il y a un mec en Russie qui s'est levé un matin et qui a décidé d'aller à côté. Je schématise. C'est pas le travail qui génère cette richesse et cette création de valeur. Attends, je me permets d'un Pas mot. uniquement. D'un Ils innovent un peu. mot. D'un mot. Non. C'est Ils le innovent un peu. travail. Ouais. C'est le travail. Et Patrick Pouyanné était l'invité de Bismart la semaine dernière. La discussion était vraiment très intéressante. Et Patrick Pouyanné dit, vous étiez où quand il était à $20 le baril, ben oui. le pétrole Ouais. C'est bien le travail, les choix d'investissement d'une entreprise comme Total, contre vents et marées, Ouais. qui permettent de dégager ce profit complètement dingue Bien sûr. dans cette année 2022. Oui, mais leur business, que ça leur a coûté du pognon, dans ce ouais. cas-là, ils ont un paramètre qui est celui des cours des marchés, dont ils sont pas forcément, ils n'ont pas la main mise. Mais sur le cours des justement, marchés. c'est la Donc, justement, capacité à bâtir. C'est le métier Bien sûr. c'est le métier de Nicolas. C'est la capacité Bien à sûr. bâtir une entreprise qui À est long capable, terme, à long terme, d'encaisser les chocs et donc d'encaisser aussi les bonnes nouvelles. Ouais. C'est la principale caractéristique de Total, d'ailleurs, au demeurant. hein. Non, mais c'est comme dire. Attends, vas-y, finis, Aziz, pardon. Donc, je disais que j'hésite sur ce bouclier énergétique parce que je me dis qu'il y a quand même, prenons un secteur que je connais bien qui est celui du transport. C'est des marges très faibles. Donc, on parlait tout à l'heure déjà du manque de main-d'œuvre. Tu fais une augmentation de salaire de 10%, tu vois ton résultat comme ça. Ta pompe qui augmente, Ah bah là, vous savez, c'est catastrophe. c'est pas l'URSSAF qui te ferme, là, tu fermes naturellement. Donc, il y a peut-être une sélection à faire sur des entreprises où, structurellement, le coût de l'énergie est très important. Je pense au transport parce que forcément, ça me tient à cœur. Il y a peut-être d'autres secteurs où l'énergie est fondamentale et au cœur du business. Donc, et c'est pas dépendant. Le transporteur qui a 100 véhicules, tu vas pas lui dire, monsieur, vous avez merdé, vous allez fermer votre d'accord. boîte, parce que Je suis d'accord. donc il y a peut-être un poids deux mesures. Donc Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, ça prouve bien qu'on est rentré dans une nouvelle dimension de l'action politique. C'est le quoi qu'il en coûtisme généralisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis là, et qui est l'expression du bon sens, de la même manière, quand on a décidé de faire une ristourne généralisée sur licence, tu te disais, le mec qui va en Porsche à Deauville, il n'a peut-être pas besoin qu'on lui paye son plein d'essence quand même avec mon argent à moi, mon argent public. Tous les domaines. Oui. Généraliser, c'est se tromper. Bah Dans oui, tous mais les domaines sauf de la que vie, là, tout. depuis le Covid, en fait, on n'en est pas sorti. Non, mais c'est- Et je ne sais pas si on en sortira. Je redonne juste les chiffres de la dépense publique, hein, parce que quand même, il faut vraiment les avoir en tête sur, Plomber le moral. sur janvier-juillet. Non, sur janvier-juillet, on est toujours sur le même rythme de dépenses publiques que 2021 Effrayant. et que 2020. On n'a pas réduit. On n'a pas réduit. Hein, le chiffre exact, donc, Stéphane, le choc On est à est- 113%. Stéphane, le choc est le même quand même. hein. on est à 260 milliards d'euros de dépenses janvier-juillet contre 207 en Stéphane, 2019. Il y a C'est pas 50 milliards l'économie de qu'il faut plus. faire gagner, c'est les prochaines élections.
C'est juste ça. Ouais, mais enfin, là, elles sont loin, les élections, quand même. Ah, elles sont là, mais ça Et se puis, prépare maintenant. et puis ça lui a pas empêché de les perdre. Hein. Oui. Ils descendent dans la rue, quoi. Donc bon. Bah, Sur les législatives. oui, bah, Ah oui, bah, oui, ah ils bah ont oui, perdu mais quand même. c'est Hein. embêtant. Il est bien, Oui, malheureux, il est oui, bien oui. malheureux au château en ce moment. Hein. Tu m'étonnes. T'as quand même lâché 50 milliards pour pas avoir de majorité. Il va bien. C'est pas rentable. Ça doit l'éclater, lui. Mauvais business model. Très qu'il mauvais dort pas. business model. Ça doit l'éclater, lui, justement. Oui. Bon, on a tout dit sur ce sujet, les gars. Bah, Oui, et puis juste pour remettre un peu une petite pièce dans le jeu, l'essence la moins chère de France aujourd'hui, c'est chez Total. voilà. En France, les partout actions. sur le territoire. Ouais. Elle est à 1,44, 1,46. Bah, Pourquoi vérifier. Qu'est-ce que tiens, la qu'est-ce que promo, t'en il va penses de prendre ça Non, mais c'est vrai en plus. Quoi non, parce que personne n'en parle, tout le monde s'en fout, mais c'est une distorsion de concurrence incroyable. C'est-à-dire, on permet à Total, parce que de deux choses l'une, hein. Total, alors grand respect après avoir dit tout le bien que je pense de cette entreprise, moi que je suis depuis des années et des années, il se trouve que je connaissais en plus Patrick Pouyanné à l'époque où il était à la tête de la branche raffinage. Et donc c'était toujours ce sujet, Total ne fait pas de bénéfices en France, et il est normal que Total ne paye pas d'impôts en France, Total paye ses impôts là où il extrait son pétrole, dans les pays étrangers et tout. Tu fais pas de bénéfices en France, et tu es capable, sans vendre à perte, hein, de faire une remise de 30 centimes sur ton litre d'essence. Il y a un truc qui m'échappe. Est-ce qu'on a. Voilà, c'est Non, tout. bah, c'est- Il y a un truc qui m'échappe. bah, il y a forcément un moyen de le faire avec du cash flow. C'est que forcément, ils doivent avoir de la trésor, ils le prennent à leur charge pour des questions politiques. Mais Total, peut-être. tu sais, Nicolas, ce qui est très Peut-être, mais compliqué c'est avec une Total. distorsion de concurrence de dingue par Moi, rapport aux indépendants et même par rapport aux grandes surfaces. hein. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, Total. Il faudrait interroger Michel-Édouard Leclerc sur le sujet. Alors, juste, attends, je finis l'histoire, parce que Compris. c'est un peu de l'information. Compris. Leclerc a écrit à Pouyanné pour lui demander, moi je veux, parce que Total est un des fournisseurs de Leclerc, je veux donc Bénéficier. pouvoir bénéficier de ces 30 centimes. Et Pouyanné lui a répondu, ce qui est aussi intéressant, te fous pas de moi, pour toi, l'essence c'est un produit d'appel. Donc, si je te donne... T'es de toute façon en distorsion de concurrence par rapport à moi. Parce que les gens, ils viennent faire le plein chez toi et puis ensuite ils font leurs Évidemment. courses. Alors que moi, c'est juste faire le plein. Ah, voilà. Donc je rétablis juste une concurrence à peu près saine entre nous. Voilà le Oui. dialogue exact Ah, entre Et les deux. il a- C'est intéressant. hein. Et Ça se défend, les hein. deux ont raison, hein, d'ailleurs, honnêtement. Les deux ont raison. Mais là, pour le coup, tu as envie de dire, ouais, ok, non. Un centre commercial n'a pas vocation, normalement, à distribuer de l'essence. Presque j'ai un Bon. petit problème avec les marges de Total, quoi. C'est tout. C'est le seul truc. Mais j'ai essayé partout, j'ai cherché partout. Tout à l'heure, quand le Faut le baril s'est réinviter. cassé la gueule, etc., ça leur a. Non. Comment est-ce qu'ils font pour réduire le Ah, de pour 30 faire cette centimes, remise de alors qu'ils 30 font pas de centimes bénéfices en alors France. qu'ils font pas de bénéfices en Ils France. peuvent le faire. D'un point de vue fiscal, ils peuvent pas. D'un point Donc, de vue ils perdent. trésorerie, ils peuvent le faire. Donc ils vendent à perte. En France. Et ils prennent sur leur trésor. Bah, je pense. Et que on c'est le pas- tolère au nom de la Ah, au nom de- République tu souveraine. actionnaire. Tu le tolères juste parce que L'État actionnaire. ça permet à l'État de ne pas s'emmerder. L'État actionnaire. Et puis c'est un choix. Attendez, c'est un choix tactique qu'ils font. Parce qu'ils rigolent pas Total. Hein. Aller offrir 30 centimes, c'est pas pour faire plaisir à Madame Chambier. Hein, c'est que derrière, ils attendaient la deuxième couche d'imposition sur les super bénéfices et qu'en faisant ça, Ils y échappent. ils y échappent parce qu'on sait très bien que l'imposition sur les super bénéfices, si ça arrive une fois, c'est comme la CGCRDS, c'est pour toujours. Tu l'as pour 50 ans. Non, mais c'est pour ça, je pense Oui, qu'ils mais- préfèrent, tu vois, lâcher l'affaire pendant un an ou deux sur leur trésor et lâcher 30 Je trouve centimes. je trouve qu'ils ont été plutôt. On va pas habiles, hein. défendre Ah, Total je suis parce tout à que fait c'est d'accord. une entreprise, mais ils ont. Pourquoi tu veux pas défendre Mais si, on va Total défendre Sinon, Total. bah, tu sais, c'est des vieilles énergies, c'est des réminiscences Non, mais c'est un métier. Le pétrole, les gars, c'est un métier politiquement, c'est très difficile. Les Et pays dont alors tu parlais où ils payent leurs impôts, ouais. ils manipulent les On n'a gouvernements. pas trouvé autre chose, c'est un métier qui est Stéphane, compliqué. aujourd'hui. Je dis pas Total. Le pétrole, c'est un métier qui est compliqué, c'est difficile de défendre les majors pétrolifères dans le monde. En vrai, c'est des Non, métiers. mais moi je défends comme pas de les défendre les Américains grandes qui font aucune mutation. Non. Je défends Total, Je défends qui est en pleine le mutation. Je défends le management de Total, qui était déjà très bon avant avec ce Thierry Marjorie. Desmarais. Voilà, alors voilà. Hein Et puis, après, derrière, aujourd'hui, c'est malin. Ils anticipent. Il y a une anticipation. À tous Bon, les niveaux, je- ça fait peur qu'on fait ça. À tous Non, les parce niveaux, que il faut ici anticiper. Thierry Je vais Desmarais, revenir là avec des effectivement c'était Desmarais, une autre époque. Moi, j'ai dit Marjorie. Voilà, c'était une j'ai autre dit Marjorie. époque. Voilà. Lui qui a fait le grand Total. Hein, quand Oui, même. c'est lui qui a fait le grand Total. Sur mais- les cendres de Elf. Enfin, sur Mais le- c'est là, non. Ah, si, la marre. Non, mais c'est Oui, là mais où c'est- les relations. Enfin bon, alors là, Ouais, vous ouais. étiez pas né. Ouais. C'est là. Mais vous n'avez pas oublié Roland Dumas, la France-Afrique, Le flop Prigent. le flop Prigent. Le voilà. barbu a fini en prison. Hein, Tout avec- ça. euh, Oui, mais c'est pas Thierry Desmarais, si je peux, Stéphane. Je sais pas. Ouais, Bon, bon, allez, bon, vous- bon, bon. Bon, On n'attaque pas la famille, s'il vous plaît. Après, j'ai l'air jeune, mais en fait. ça part dans tous les sens. Pardon, mais avec vous à chaque fois. Cette rentrée est c'est dissipée. peut-être- Ouais, mais c'est bien. C'est bien, C'est ça me peut-être plaît. Ça me plaît. Non, mais l'anticipation est une qualité d'un chef d'entreprise, et Nicolas le sait très bien. Et si aujourd'hui il y a des industries qui se retrouvent dans des difficultés, ça n'est absolument pas toujours de leur faute.
Donc il faut regarder en priorité le Faut faire business du model fondamental de ouais. l'entreprise. Agile. Et Aziz a raison. Agile. Aziz a raison. Dans le transport, il n'y a pas à discuter. Dans le Non. transport de personnes, s'il y a des entreprises en difficulté, il faut les aider. C'est le libéral qui le dit. On transporte des gens, c'est presque un service public. Et donc l'État a ce rôle-là de transporter les gens. Ne pas transporter les gens, c'est pas de fluidité, c'est de Allez. l'économie. Uber. On parle de transport. Tu vois, Continuons dans les débats consensuels. Que le Alors. débat commence. J'avais un truc à nous dire. Attendez les gars, Absolument. pas tout ça. Non, après, on Oui. nous entend plus. Non, mais non. À la télé, ça va. Mais c'est les gens qui écoutent en podcast quand c'est insupportable. Enfin, tu peux plus, quoi. Bon. Donc, faut-il rappeler, oui, quand même, on va faire notre travail. Retour sur l'affaire Uber. Des documents issus de l'entreprise confirment ce que l'on savait tous, hein, enfin, je n'ai rien appris, moi, dans cette histoire, qu'Emmanuel Macron a tout fait pour faciliter l'implantation d'Uber en France, ce qu'il a d'ailleurs parfaitement assumé cet été. On va voir la déclaration d'Emmanuel Macron, voilà. Donc, je crois qu'il a dit d'ailleurs « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre » à ce sujet. Oui. Ce que n'a pas repris l'AFP, là. Donc, moi, je suis extrêmement fier. Il est très difficile de créer des emplois sans entreprise ni entrepreneur. Je le referai demain et après-demain. Et Aziz, lui, et on va voir le petit tweet que tu avais envoyé, enfin le tweet que tu avais envoyé à ce moment-là, Aziz, s'était ému du soutien apporté à une entreprise étrangère. Où est le patriotisme économique? Quel gâchis! Donc je veux t'entendre défendre la rente de la G7. J'attends ça avec plaisir et avec gourmandise. Pas la rente de la G7, c'est une erreur. C'est pas ce que j'ai dit. Uber n'était pas un taxi. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est qu'à la même époque, et j'en sais quelque chose, j'étais secrétaire général d'un des tout premiers syndicats qui se créait de la profession. Nous avions des entreprises capables de faire ça. Nous avions la technologie. Le plateau de Saclay, il y avait plein d'ingénieurs qui bossaient déjà sur ces applications, sur cette localisation, etc. Pourquoi on n'a pas mis le paquet sur les entreprises françaises? Mais, enfin, Pourquoi on est obligé de se ranger derrière la bannière étoilée? Pourquoi on a ce complexe face aux Américains? Le Made in France, il n'est pas capable de... Pourquoi on est capable de créer Uber en Californie? Pourquoi on n'est pas capable de créer Robert ou Jean-Pierre à Paris sur le même secteur? pourquoi tu n'en as pas été capable, Aziz? Mais moi, Parce pourquoi que- je n'ai pas été capable? mais parce que- Je peux te le Vas-y, dire. vas-y. Quand j'ai été voir l'inspection du travail pour créer le statut de VTC, on m'a dit, monsieur, lien de subordination, vous ne pourrez pas. Uber, avec un soutien comme Macron, effectivement, ils font bouger les lignes. Mais Aziz Seni, avec 800 adhérents, société de VTC, on n'a pas été capable parce que l'administration nous a dit, messieurs, vous faites ça, c'est la prison, c'est du pénal, etc. Mais ils l'ont dit à Uber aussi, Aziz. Ils l'ont dit à Uber aussi. Oui, mais- Simplement, les mecs, ils ont fait un bras d'honneur comme... Attends, je vais juste, et puis après je te donne la parole. Ils ont fait exactement Ouais. ce qui s'est passé à l'époque des radios libres. Ils ont fait exactement ce qu'a fait Énergie. À un moment, c'est la phrase de Zuckerberg, « Move fast, break things ». À un moment, tu fais un bras d'honneur à la régulation. Voilà. Je comprends que tu n'aies pas eu envie de le faire, il n'y a aucun problème, mais tu ne peux pas reprocher à Uber de l'avoir fait. Je viens d'un endroit où quand tu vois du bleu et que tu as été éduqué d'une certaine manière, non, tu fais demi-tour et tu... Non, je suis Parce pas que, mais dedans, tu mais vas tu pas comprends, parler de Aziz, bleu. c'est ça le sujet, c'est pas le soutien d'Emmanuel Macron. C'est pas le soutien du ministre de l'économie de l'époque qui se faisait les défoncer. règles, etc. C'était facile à 800 de bloquer le périph' et de le faire. C'était facile. On a été. C'est les taxis qui ont bloqué le périph'. Non, c'est mais pas on Uber, aurait hein. pu le Ils auraient faire, pu le faire nous. aussi. Nous, on aurait pu le faire. On ne l'a pas fait. Parce que respectueux des institutions, parce que respectueux des individus. Maintenant, s'il faut y aller à la pirate, tu te rends compte le message. Ouais. Tu te rends La compte le croissance message. pirate. Xavier Niel, croissance pirate. Énergie, radio libre, croissance pirate. C'est Xavier Niel qui m'a raconté, je l'ai raconté 10 fois. C'était l'époque du Minitel. Et l'époque du Minitel, tu sais, Minitel Rose, etc. et tout, on est quand même pas très très loin du proxénétisme. Et Xavier Niel, à ce moment-là, fait une rencontre quand même assez puissante. Il a quand même été un petit moment à la santé, hein. Mais il fait une rencontre assez puissante avec un type exceptionnel qui s'appelle le juge Van Ruynbeck, qui commençait à ce moment-là. Et c'est Van Ruynbeck qui lui dit, vous savez, monsieur Niel, vous franchissez la ligne jaune avec 2 roues, pas avec 4. Mais il faut quand même la franchir avec 2. Stéphane, Croissance pirate. Stéphane, si je peux me permettre juste 2 secondes Ah, tu pour. te rends compte le message il est en train de se faire Ouais. gronder. Non, mais ça va pas, je ne me permettrai pas une Non, seconde. mais là, dans la réaction d'Aziz, je la partage partiellement sur le côté. En fait, on laisse rentrer le grand américain qui Qui était tout petit à l'époque, il n'est pas grand à l'époque, attention, pas d'anachronisme. Justement, il devient grand grâce à ça. Et les exemples que tu donnes, énergie, Free, etc. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'était des boîtes françaises.
C'est ça le tweet d'Aziz. Si c'était une boîte française qui avait franchi le truc. Ah. Bah oui, mais c'est ça. Enfin, je me trompe. Bah oui, mais il voulait pas le faire. J'ai accompagné, j'ai suivi une boîte qui s'appelait Chauffeur Privé, qui s'appelle aujourd'hui Free, qui a été rachetée par Iñigo Cafini chez Mercedes. Parce qu'en fait, ils ont vécu exactement la même chose. Yann Asquette. Et c'était, et je l'ai connu dans une chaîne concurrente. Mais évidemment, dans un événement auquel j'avais participé moi également. Ils avaient gagné le truc, leur business plan était mortel par rapport à Uber, par rapport à G7, leur taxi, leurs chauffeurs, le niveau d'exigence, leur système de paiement, de points. Ils étaient super en avance, ces deux garçons. C'était super ce qu'ils avaient mis en place. Bon, ils se sont confrontés plein fouet, et comme ils étaient jeunes, pas forcément super aidés, et qu'ils n'avaient pas forcément la puissance américaine et cette mentalité américaine que je partage, ça c'est l'autre partie du raisonnement. Voilà, on dit juste... Ça fait quand Yann lance Chauffeur Privé, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait pas encore Chauffeur Privé, il y a pas encore Uber. Et donc, moi, je m'en souviens très bien. J'étais à la tête de cette chaîne concurrente dont tu parles, et on a organisé. C'était la BFM Academy. Tout à fait. Et je dois avouer que c'est l'une des énormes erreurs que j'ai faites. C'est pour ça, pardon, Aziz, de mon temps un peu, mais ça me passionne. J'étais exactement dans ton état d'esprit. J'ai dit à Yann, tu vas te faire défoncer. Déglingué par les pouvoirs publics. Déglingué, t'as aucune chance, etc. Il se trouve que, heureusement, la BFM Academy est un truc super bien fait, et que les entrepreneurs, eux, ont décidé qu'Yann Asquette devait être le lauréat. Voilà. Il y a été. Il s'en est très très bien sorti, ça va. Il a très bien vendu, il a fait une belle boîte. Maintenant, il fait du char à voile. Entre avoir une belle boîte et construire un Uber, il y a quand même un pas et il y a une mentalité. Moi, mon tweet, il pointe la mentalité. La bannière américaine vient se planter sur le champ de Mars et on est tous là à s'incliner. Pourquoi enfin, je veux dire, je paye des impôts. J'ai pas envie de dire French first, mais j'en suis pas loin. Moi, ce que j'attends de mes énarques, là, c'est de défendre d'abord les modèles français et pas américains. La différence, c'est quoi ? C'est quoi la différence ? C'est qu'Uber, il débarque avec 200 millions de dollars. Ouais, c'est ça, j'y arriverai. C'est que la capacité... donc on arrive à autre chose. Ils débarquent avec 200 millions. Ils sont passés où, ces 200 millions ? Combien ont été investis en lobbying ? Pour qui ? Moi, je pose des questions. Non, ils les ont perdus. Oui, ils les ont perdus, ça se perd. Tu connais le chiffre des pertes cumulées d'Uber ? 27 milliards. Ah oui, ils perdent de l'argent, Uber. 27 milliards, mon pote, 27 milliards. Vas-y, pardon. Deux éléments. On dirait Chirac. Deux éléments. Premier élément, c'est que dans mon métier, vous savez, quand on fait du management de transition, nous utilisons les services du portage salarial. Le portage salarial, le management de transition, ce qu'on appelle le freelancing, nous avons deux roues sur la partie gauche de la route. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se battre, de faire du lobbying pour faire évoluer les mentalités, évoluer la législation, évoluer le code du travail, parce qu'au début, si on avait respecté purement et simplement le code du travail tel qu'il l'est, jamais nous n'aurions pu aller sur ces métiers-là. Ouais, voilà, ça faut le savoir. Moi, quand je mets en délégation des managers de transition, ils ne sont pas salariés de ma structure Value Humaine. Ils passent par une société. D'accord, souvent une société de portage salarial qui récupère les honoraires, qui transforme en salaire, qui fait un contrat de travail, et on permet d'avoir toute cette flexibilité-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de forcer un petit peu, d'accord, pour faire évoluer les mentalités et en tout cas faire adapter le code du travail pour tout simplement on vit dans un monde dans lequel on soit capable d'agir avec les nouveaux comportements. Deuxième élément, juste sur Uber, pour corriger. Moi, ce que j'aime beaucoup, et je soutiens, en l'occurrence, et Dieu sait que pourtant je suis assez critique parfois sur le président de la République, là où je soutiens le président Macron sur Uber, c'est qu'il a indirectement contribué à transformer tout le transport en France, à commencer par nos taxis. Nos taxis, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi professionnels, serviables, ne se sont jamais autant... Vous trouvez maintenant vous pouvez payer avec votre carte bancaire maintenant dans tous les taxis. Enfin, il y a 10 ans, c'était pas possible. C'était encore... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant rentrer Uber, ça a donné aussi Aziz. Tu devrais être... Mais oui, mais il le sait, on le sait, C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est... Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce ne soit pas Uber, c'est que ce soit Jean-Pierre. Ce que je voulais, c'est que ce soit une société française. Nous avions les moyens, nous avions les compétences, nous avions la réflexion, nous avions la vision. Et nos énarques ont préféré soutenir une boîte américaine. C'est mon constat. C'est pas les énarques. C'est les petits bonhommes gris, comme dirait l'autre. Ils n'ont rien soutenu du tout. Comme le dit... Ils ont laissé faire, c'est pareil. Ils ont laissé faire. Voilà, c'est pareil. Ils ont laissé faire. Parce que tu dis pourquoi tu l'as pas fait. Je peux t'assurer que si Aziz Saini, avec son syndicat de l'époque, il l'avait fait,
j'aurais fait la une des colonnes faits divers. Hein. Ça n'aurait pas été la même. Ça n'aurait pas été la même. Oui, sans doute. Oui, j'aurais eu beau argumenter que ça crée de l'emploi en banlieue, etc., etc. On me dit, monsieur, vous violez la loi. Monsieur, vous êtes hors la Ils sont loi. arrivés massifs, quoi. Il y a eu Aziz, cette capacité d'arriver massivement. Bernard Arnault n'a pas eu besoin de tous les énarques pour construire l'empire et le numéro 1 mondial du luxe. Par contre, il avait une vision, un projet. Il a mis les moyens financiers, il a recruté les meilleurs talents et il est numéro 1 mondial aujourd'hui. Nicolas, c'est Il pas a- pareil. Je veux dire, Bon, les gars. Il y a un moment, il faut réunir les on a tout ingrédients. dit. C'est qu'on n'a pas su le faire. Hubert, c'est On a très tout dit, on a compliqué, à tout part dit. ce que tu viens de dire. Et Stéphane pointait du doigt la rente de la G7. Aujourd'hui, moi, je l'avoue, hein, j'utilise sans doute plus G7 pour son réseau et l'évolution digitale Très bien. qu'ils ont eue Parfait. dans leur service. Et c'est grâce, pas que Uber, à chauffeurs Non. privés, aux petits acteurs. À Uber, Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un bench. Qui n'a jamais eu le niveau de service qui, moi, me satisfait. Hein, Je vous Hubert. donne C'est comme un comparer Amazon et comparatif. ses discounts, La hein. Chine, Voilà. ou aller plus proche, le Moyen-Orient, n'ont pas laissé rentrer Uber sur leur territoire. Oui. Le Moyen-Orient, ils ont favorisé une boîte qui s'appelle Carim, 100% locale, qui avait toute la technologie, etc. Mais En c'est Chine, comme- idem. c'est Donc comme je ne vois pas Alibaba. pourquoi nous, Aziz. on s'est plié, je le redis, Ok. devant la bannière Non, mais je crois américaine. qu'on a tout dit, là. On a tout dit, mais Ah, on a c'est tout dit. comme Amazon, Non, non, c'est c'est très Discount et intéressant. Alibaba en Chine et Alibaba et si tu veux. Et c'est Discount qui Yeah. traîne la patte. Voilà. Et on n'arrive pas à faire de Amazon parce qu'on a ces discounts, mais on n'y arrive pas. J'aimerais bien Voilà. travailler là-bas. Bah oui, mais là, comme les créateurs c'est pas de la ce faute des énarques, là. Non, c'est pas on la est faute des d'accord. énarques. Ah bah voilà. hein. C'est un autre Là, c'est sujet. pas la- Donc c'est à un autre moment, sujet. oui, mais non, parce qu'à un moment, tu as une espèce de massification des moyens qui fait marrant, que le hein, gars c'est- devient inarrêtable. Nos boîtes, celles qui veulent se développer, OVH, Blablacar, sont obligées à chaque fois de traverser l'Atlantique pour prendre des dimensions Ouais, différentes. ça, c'est Parce vrai. qu'on n'a pas d'argent en Ça, France. c'est vrai. On n'a pas d'idées, on Non. n'a pas de pétrole, mais on a quelques idées. c'est pas les- On a un peu de on Oui. a quelques chéquiers sur la Oui, place oui, de mais Paris. Oui, mais c'est pas les énarques, Aziz. Tu vois ce que je veux te dire Oui. Voilà. C'est les investissements. Voilà les vrais sujets. Voilà. C'est la capacité à prendre du risque. On est d'accord. Ouais, et puis Ça, c'est un autre sujet. C'est un- Il y a, Oui, il y a un mais si, parce contexte que les énarques, ils ont législatif quand même, aussi un peu. là, je- c'est mon métier, hein, les énarques, ils ont une petite responsabilité, c'est le le cadre coup de légal. bambou que tu prends derrière quand tu fais de l'investissement en France, qui n'est pas le même aux États-Unis, on va pas encore pleurer. Encore aujourd'hui On a le Encore premier aujourd'hui emploi à la private tête de equity, l'État. ça s'arrange. c'est bon. Ça s'arrange. Ça s'arrange sur le private equity avec les packs du Trey, avec la je note loi que- Copé, il y a pas mal de choses à faire. Mais c'est des usines en fait, hein. C'est pas si simple d'investir aujourd'hui. Attends, alors, Aziz veut en noter Europe, un truc. aux États-Unis. Je note quand même qu'aujourd'hui, Stéphane défend les énarques à bras-le-corps. Je sais Mais pas ce qui toujours, s'est moi je passé cet défends, été. tu sais, Non, moi mais la rente, je peux pas. T'es là, Aziz. J'ai un immense respect pour tout ce que tu fais. Il y a très très longtemps qu'on se connaît. Je vais te le dire très franchement, j'imagine pas une seconde qu'on puisse, à partir de Mantes-la-Jolie, là où tu étais à ce moment-là, créer ce qu'ils ont fait du côté d'Uber. Et ça, attends, je finis. Ouais. Macron, il le comprend très vite. Et C'est à ça, un le moment, problème. quand même, C'est qu'on le bien veuille ça, ou le non, problème. qu'on le veuille Aux ou non, ce truc États-Unis, est devenu premier employeur de partir du Seine-Saint-Denis. Nouveau-Mexique au fin fond d'un village avec une bonne idée, le mec te voit tout de suite en train de conquérir le parce monde. que tu as Ici, en France, l'écosystème pour lever il y a 200 encore millions tout de des suite. barrières psychologiques, et je trouve ça incroyable. Mais c'est pas On vend de psychologique, l'audace, c'est le on vend système, mon pote. la capacité Je sais à pas, conquérir le monde, et nous, quand tu as conquéri, tu as réussi à prendre ton département ou ta région, tu es le roi du monde. Un peu d'ambition, les mecs, un peu d'ambition. je souscris. Ok. Je souscris à cette marche. fin de discours. En revanche. Avec quoi on finit? Tiens, taux d'intérêt, tu voulais nous parler un peu IMO et taux d'intérêt. Il nous reste 3 minutes, 2 minutes Très, 30. non, mais très rapide. C'est un sujet, vous allez voir, on va en parler dans les prochains mois. Donc, on aura évidemment ce débat. Vous savez que je gère une partie en gestion de patrimoine, une partie aussi sur l'immobilier depuis pas très longtemps. J'ai repris les responsabilités sur une boîte qui fait ça. Ça fait 20 ans que moi je fais de l'immobilier neuf et que les mecs, les promoteurs, on va pas les plaindre et qui se disent que c'est la fin des haricots, etc. C'est très soutenu. Là, il y a un vrai sujet. Il faut garder à l'œil juste parce qu'au-delà de l'augmentation des taux classiques qui ont évidemment un peu sclérosé le marché du crédit et donc derrière le marché de l'immobilier, qu'il soit ancien ou neuf, hein, il y a ce problème de taux d'usure qui vous échappe pas non plus, qui a en fait suspendu des dossiers. Donc je rassure les gens qui nous écoutent, c'est pas parce que votre dossier n'est pas passé à cause du taux d'usure qu'il passera pas en 3 mois si à un moment donné ça se libère. Pour autant, si vous rajoutez à ça, et c'est de ça dont on reparlera Stéphane, les nouvelles normes énergétiques de la loi climat RE 2020, l'immobilier, ça va devenir un peu compliqué en termes d'équilibre offre-demande. C'est-à-dire que ça va devenir trop cher. Je ne suis pas sûr que ça ait l'impact qu'ils espèrent sur le prix. Moi, je pense que ça va avoir un aspect contraire qui, moi, m'inquiète un peu. C'est que là, en ce moment, beaucoup de propriétaires ont la trouille de relouer, de faire les travaux qu'on leur demande, etc. Parce que si tu revalorises, c'est IFI, je te passe tous les détails, etc. Et qui va en prendre plein la tronche?
ce sont les locataires qui n'ont pas forcément les moyens d'être propriétaires. Et on va avoir un effet, une fois de plus, extrêmement pervers. Je ne vais pas entretenir la phobie de Aziz, mais là, on a des gens qui sont dans des bureaux, qui réfléchissent à des trucs, qui tirent des traits énormes en disant c'est une loi climat, et elle est super, cette loi climat, pour l'avenir. Sauf qu'à un moment donné, les gars, posez-vous la question juste du réflexe de l'épargnant propriétaire ou locataire, et c'est pas les plus gros qui vont souffrir, ce sont ceux qui sont au bout de la chaîne, qui arrivent déjà plus à financer leur résidence principale parce que ils ont des petits budgets, et qu'en fait tu remontes tes taux de 0,35, boum, ça les sort de leur capacité d'emprunt. Oui, mais ils sont pas en variable. Enfin, c'est pas des variables, c'est là, c'est quoi? Oui, voilà. Oui, non, mais tu dis on avait des dossiers déposés en avril. Non, mais tu dis qu'ils n'arrivent pas à financer leur résidence principale. S'ils sont dedans, ils sont à taux fixe. En ce moment, ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent pas à acquérir. En ce moment, ils n'arrivent plus à monter leur dossier. D'accord, on est d'accord. Ils ont fait des sous-seins en janvier, le temps de monter le dossier, les taux ont pris 0,60, ils passent plus en endettement. Et c'est pas les plus gros. Voilà, je voulais juste attirer l'attention là-dessus. On en parle. C'est un vrai sujet l'immobilier en France. On en reparle ensemble. C'est un pilier de l'économie française. On en reparle ensemble. On reparle de tout ça ensemble, les gars. Ah. Merci à tous. Et puis demain, un petit peu différent, interview et notamment Laurence Daziano. Donc on va parler Russie, Poutine, tout ça. J'ai plein de questions à lui poser. À demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.